Super, merci beaucoup Thomas. On est hyper content de t'avoir avec nous ici à Paris au siège du CNES. Et on a seulement 20 minutes, donc on va enchaîner tout de suite avec la première question pour Christine Chapelle de TF1. Bonjour Thomas, Christine Chapelle pour TF1 LCI. Je voudrais savoir quel effet ça fait de se retrouver à la maison et comment tu envisages la mission Alpha par rapport à Proxima. Bonjour Christine, ouais, c'est un vrai plaisir d'être ici, c'est un peu ma deuxième maison, tu sais, j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé mes habitudes, il y a des choses qui ont changé dans la station, mais il y a des choses aussi qui sont identiques. Écoute, on a déjà commencé à travailler, moi j'ai déjà passé quasiment toutes mes journées depuis lundi sur une expérience scientifique de l'ESA, enfin 2 expériences qui s'appellent GRIP et GRASP, donc si tu veux, on n'a pas perdu de temps, on est déjà parti à 100 à l'heure et on a un programme chargé qui nous attend, donc je pense qu'on va tous travailler très fort et puis les 6 mois vont passer très très vite. Frédéric Castel, plusieurs radios. Thomas, est-ce que tu peux nous décrire le jour du décollage dans Dragon, le fou rire que vous avez eu juste au moment du décollage et d'une façon un peu plus, peut-être plus critique, quand vous êtes allé vous coucher, vous avez une fausse alerte de débris et vous avez dû remettre rapidement votre combinaison et vos casques. Est-ce que tu peux nous décrire l'état d'esprit à ce moment-là et est-ce que tu penses que ça sera une menace constante pour les vols autour de la Terre? Oui, le décollage, c'était des sensations incroyables, hein, surtout, j'avais pas vécu ça depuis 4 ans, un peu différent que le Soyouz, un peu plus doux, j'ai trouvé au décollage, mais vraiment, si on aime les manèges de foire et les sensations fortes, un décollage en fusée, c'est ce qu'on peut faire de mieux. L'accélération, les vibrations, cette vitesse incroyable. Donc ça, c'était vraiment un grand moment, et on avait tous un énorme sourire, on riait tous dans la capsule, en étant sérieux, bien sûr, mais juste parce que les sensations sont phénoménales. En ce qui concerne l'alerte débris, oui, il se trouve qu'en fait c'était un faux débris au final, hein. C'était une simulation de l'US Air Force, enfin de la Space Force, qui malheureusement est arrivée jusqu'à la NASA, ce qui n'aurait pas dû arriver. Mais c'était un bon exercice pour nous. On avait sorti toutes nos affaires pour passer une nuit tranquille. On avait les sacs de couchage, on avait la nourriture, on avait nos habits, on avait tout sorti, on était prêts. Et là, tout d'un coup, on a ce message très calme qui nous dit l'équipage de Crew Dragon, il faudrait que dans 20 minutes au maximum, vous soyez dans vos sièges en scaphandre, harnachés, sanglés, les casques fermés et tout rangé dans la cabine. Ce qui nous prend en temps normal 45 à 50 minutes, parce que c'est quand même compliqué. Et là, il a fallu tout faire en 19 minutes 30, ce qu'on a fait. Hein. Il y avait des choses qui n'étaient pas entièrement orthodoxes, mais on a tout fait et finalement, c'était un bon exercice. Je ne pense pas que ce soit un danger qui nous menace particulièrement. Il y a eu des micro-impacts sur la station, on en voit, hein, mais vraiment des choses toutes petites. Les débris plus gros, ils sont plutôt sur d'autres orbites et ils sont surveillés au sol. Hein. Ça en est encore une fois la preuve, cet événement. On fait attention à ça, on essaie de ne pas en produire, surtout à l'agence spatiale européenne. On a des initiatives pour ne pas produire de débris spatiaux et il y a des accords internationaux qui sont créés pour ça. Mais en tout cas, on met tout en place pour que ça se passe bien. On n'a jamais eu ce problème à bord de la station ou à bord d'un véhicule habité ou au cours d'une sortie extravéhiculaire. On n'est pas dans un scénario à la Gravity pour l'instant. Bonjour Thomas, Pierre Sellerier, AFP. Quel est le moment de la mission que vous appréhendez le plus ? Que ce soit une expérience ou un moment personnel, voilà, sur les... Il y a beaucoup de moments intenses dans une mission. Évidemment, ça commence avec le décollage. Le retour, ce sera... Mais on va pas parler du retour tout de suite parce que j'ai encore 185 jours devant moi où on ne sait pas exactement à quelle date on va revenir. On est en train d'essayer de trouver une date pour que nos collègues de Crew One qui sont au petit déjeuner derrière moi soient en mesure de rentrer. La météo est pas très bonne, mais on va trouver ça. Je pense qu'il y a évidemment des grands moments. Les sorties extravéhiculaires, c'est toujours incroyable. Hein. J'ai eu la chance d'en faire 2 et il y en a quelques-unes qui sont prévues. Sortir de la station, c'est encore plus incroyable que d'évoluer à l'intérieur. Il y a aussi plein d'expériences, on est là pour ça, hein. Les sorties extravéhiculaires, les astronautes aiment bien, mais ça sert juste à entretenir la station la plupart du temps, à nous permettre d'être là, et le but d'être ici, c'est quand même la recherche. Comme je l'ai dit, un peu plus de 200 expériences, 232 on m'a dit, pour une mission de 6 mois, ce qui est quand même beaucoup, dont 12 qui sont directement issus du CADMOS, du CNES, et j'ai déjà commencé avec une cette semaine, et ça va continuer comme ça. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petits moments. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Victor Glover,
over. Donc on a mis, avant qu'il se lève, on a mis des petits ballons pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc c'est vraiment cette vie en communauté aussi, cette sensation d'être en mission tous les jours qui est super agréable. Bonjour Thomas, Simon Ricotier pour France Télévisions. Quand vous êtes arrivé sur l'ISS, vous avez dit que vous ne l'aviez jamais vu aussi peuplé. Il y a plus de monde que lors de votre première mission. Alors, comment se passe cette grande colocation? Comment est-ce que vous vivez la promiscuité? Oui, effectivement, il y a beaucoup de monde. On est 11. Hein. C'est pas le record à bord de la station, mais c'est quand même pas mal. Et ben, ça se passe plutôt bien en fait. Nos prédécesseurs ont vraiment été des hôtes parfaits. On n'a que 6 couchettes pour l'instant à bord de la station. Hein. On en a une 7e qui va arriver dans Columbus, sur laquelle on est en train de travailler, dans laquelle j'aurai peut-être la chance de dormir. On en reparlera, j'imagine. Mais 6 couchettes pour 11 membres d'équipage, ça veut dire qu'il y en a 5 qui campent. Il y a du monde à peu près partout, dans tous les modules. On essaie de faire attention. En fait, les gens sont entraînés pour ça. Hein. On est sélectionné pour ça normalement. On fait des stages en spéléologie. On a fait des missions sous-marines. Tout ça, ça nous entraîne à la promiscuité. En fait, le secret, c'est de faire attention. Qu'est-ce qui est important pour les gens? Il faut leur laisser leur espace. En fait, la chose la plus difficile, peut-être, c'est qu'on a un système de toilettes côté russe et des toilettes côté américain. Donc, ça fait que 2 pour 11 personnes. Parfois, il y a un petit peu la queue pendant la journée. Mais ça va s'arranger. On devra installer une 3e pendant ma mission. Bonjour, Clémence Dibou de BFM TV. Justement, pour rebondir à cette maxi-colloque, est-ce que entre vous, depuis le début, vous avez instauré des petits rituels, par exemple les anniversaires, des interdits ou même des règles? Et si oui, lesquelles, pour mieux vivre tous ensemble? Ouais, on n'a pas de conseil de colocation, ou on n'a pas besoin pour l'instant, ça fait qu'une semaine, hein, mais on n'a pas besoin de trop expliciter les règles. Je pense que il y a beaucoup de vétérans dans cet équipage quand même. Hein. Il y a peu de personnes dont c'est la première mission. Donc tout le monde a vécu déjà 180 jours à bord de la station. On sait à peu près comment ça marche. On sait que c'est important d'avoir son intimité, qu'il faut laisser aux gens un peu de moments où ils sont seuls, même dans ce grand espace partagé. Il faut trouver des petits espaces individuels. Et puis on fait attention, ça veut dire que quand on est le dernier qui prend, je sais pas, la dernière lingette pour faire sa toilette, il ne s'agit pas de laisser le paquet comme ça, on change, on prépare le prochain pour celui qui suit. C'est vraiment des petites attentions de la vie de tous les jours en fait, c'est rien de compliqué, c'est pas un entraînement d'astronaute je pense, c'est plutôt un entraînement de personnes qui a eu l'occasion de partager sa vie avec d'autres. Ça se passe très très bien, on s'entend bien et ça rigole beaucoup. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi autour de la table, mais apparemment l'anniversaire a débuté. Bonjour, c'est Martha Garde de l'agence de presse espagnole EFE. Je ne sais pas si je voudrais savoir si, avec la pandémie, votre programme d'expérience scientifique a un peu évolué, si vous allez tester quelque chose qui pourrait aider à lutter contre la Covid ou d'autres épidémies. Et sinon, quelle serait l'expérience qui va avoir un impact plus visible dans la vie des citoyens? Oui, on n'a pas. Alors les programmes scientifiques, malheureusement, non, c'est comme ça. Ils sont décidés plusieurs années à l'avance pour les envoyer à bord de la station. Donc on n'a pas eu d'expériences spécifiques qui ont été liées à la pandémie de l'année dernière. Pour l'instant, ça viendra peut-être plus tard. Mais on a quand même beaucoup d'expériences sur le système immunitaire, et la lutte contre le cancer ou contre des infections. On sait que les virus, les microbes et le système immunitaire se comportent pas de la même manière. On a aussi des expériences intéressantes qui sont issues de ma première mission sur des surfaces anti-bactériennes, antimicrobiennes, c'est-à-dire que c'est des surfaces qui ne retiennent pas les virus et les microbes au contact. Nous, on en a besoin parce qu'on doit entretenir la station, la maintenir propre en permanence. On passe tous les samedis matins à la nettoyer, on désinfecte toutes les surfaces qu'on touche, comme c'est les rails bleus qui nous permettent de nous tenir au mur. On a besoin de ces surfaces dites intelligentes, antimicrobiennes. Ça, évidemment, vous imaginez, vous mettez ça dans un métro, dans un aéroport, dans un hôpital, ça enraye tout de suite la propagation des pandémies. Donc on a quand même des choses qui sont assez liées. Et encore une fois, c'est ce qui va nous occuper pendant la majeure partie de notre temps ici à bord de ce laboratoire. En fait, au final, c'est des expériences scientifiques. Bonjour, Marine de la Moissonnière pour France 24 et RFI. Vous avez décollé du 39A du Kennedy Space Center, pas de tir mythique d'où était aussi parti Apollo 11 en 1969 avec à son bord Michael Collins qui nous a quittés cette semaine. Je voulais juste savoir ce qu'il représentait pour vous, si vous vous sentiez l'héritier de cette riche histoire spatiale et si vous aviez vous aussi l'âme d'un pionnier.
Je ne sais pas si j'ai l'âme d'un pionnier, j'ai l'impression que je marche plutôt dans les pas de mes prédécesseurs. Hein. Je ne suis même pas le français à faire une première mission de longue durée. Jean-Pierre Agnoret avait fait ça à bord de la station Mir, une époque où le confort, c'était autre chose qu'ici. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone. Non, je pense qu'évidemment, on a tous appris la mort de Michael Collins avec beaucoup de tristesse. Moi, j'ai la chance en fait d'avoir fait une mission côté russe, décollage de Baïkonour, donc on va dire un peu dans les pas d'Yuri Gagarin, et cette fois-ci d'avoir pris un peu la route de l'Ouest, donc depuis Cap Canaveral, dans les pas des autres glorieux prédécesseurs. Je trouve que c'est bien de s'inscrire dans cette lignée-là. Maintenant, il faut continuer. Nous, on est la première génération avec ma promotion née en 2009 qui n'a pas connu en fait l'alunissage de 69, parce qu'on était pas né, tout simplement. Donc on n'a pas ça dans le rétroviseur, et en même temps on est la première génération qui a une chance raisonnable de retourner vers la Lune. Donc on est tourné vers ça. On a beaucoup de respect pour nos prédécesseurs, mais on est tourné entièrement vers l'avenir en ce moment avec les programmes de l'Agence spatiale européenne en coopération avec Artemis et la NASA. On sait que dans 5-10 ans on aura des astronautes européens en orbite autour de la Lune et sur la surface de la Lune, et donc c'est à ça qu'on pense un peu tous les jours en se réveillant. Oui. Bonjour Thomas, Antoine Meunier, lachroniquespatiale.com. Es-tu fixé sur les EVA que tu pourrais être amené à réaliser? Les sorties extravéhiculaires. Bonjour Antoine. Et on n'est pas fixé, on en a 4 qui sont prévus pour l'instant dans le programme de la mission. On sait que ça dépend toujours du matériel qui devrait arriver avec des véhicules cargo. On doit installer des nouveaux panneaux solaires, donc ça va être quelque chose de vraiment spécial, qui vont se déployer tout au bout de la station. Donc là, alors là, je vous fais pas la visite, mais l'avant c'est par là, l'arrière c'est par là, donc les panneaux solaires c'est sur les côtés, à gauche et à droite de l'appareil, et on va aller installer ça. Donc on sera à aller une quarantaine de mètres du sas de sortie, même un peu plus, une 50aine de mètres sur la gauche, au-dessus du vide, et on va dérouler des panneaux solaires qui vont faire une 20aine de mètres à peu près. Donc si tout se passe bien, on devrait faire ça à peu près en juin, juillet, mais encore une fois c'est lié à l'arrivée du matériel par des véhicules cargo SpaceX 22, donc qui pour l'instant est en bonne position pour partir à l'heure, mais le spatial, il y a toujours un peu d'incertitude, donc tant qu'on n'est pas dehors, on n'est pas sûr que la sortie va se passer, mais on espère, parce qu'évidemment c'est toujours un grand moment. Bonjour Thomas, Nelly Lesage de Numérama. Je voulais savoir comment tu t'y prends pour gérer tes rythmes de sommeil dans l'espace, puisque si j'ai bonne mémoire, il y a 16 levées de soleil tous les jours sur l'ISS. Comment on gère ça quand on arrive? Le sommeil dans l'espace, c'est ça la question? Oui, c'est ça, oui. Ça se passe, alors ça dépend des gens, c'est un peu comme sur Terre. Moi j'ai la chance de dormir plutôt bien, c'est un peu ma capacité numéro 1, c'est de toujours arriver à dormir sans problème. Donc non, on est dans notre cabine accroché dans notre sac de couchage. Il y a des gens que ça dérange beaucoup en fait de dormir en flottant, parce qu'il faut s'habituer en fait. C'est pas évident au début, on n'a pas la sensation de reposer sur son oreiller, on n'a pas la sensation d'avoir une couverture sur soi, donc faut s'habituer. Mais moi je trouve ça plutôt agréable en fait, plutôt reposant, on a les muscles complètement détendu, et puis voilà, on fait des nuits normales à peu près alors ça dépend des gens, encore une fois, moi je suis plutôt celui qui ferme les fenêtres le soir à minuit et qui se lève tard le matin 15 minutes avant que la journée commence, mais non, on fait des nuits entières, les gens veillent au centre de contrôle, mais nous à bord on veille pas, parfois on a besoin de se décaler par contre, et ça va être le cas normalement pour quand mes collègues vont rentrer ce soir, demain, dimanche, on ne sait pas encore très bien, mais quand il va être le moment de les renvoyer au sol, il va falloir sans doute se lever au milieu de la nuit. Et là, on s'adapte. C'est un peu comme dans beaucoup de métiers. Bonjour Thomas, Elliot Amo pour Nerve Radio. J'aimerais savoir si les sensations étaient vraiment différentes dans le Crew Dragon que lors de votre dernière mission. Oui, alors le Crew Dragon, c'était vraiment un moment spécial pour moi, parce que la station, elle a changé, mais elle est un peu identique, donc je connaissais déjà, mais là, c'était vraiment entièrement nouveau. Et c'est vraiment apprendre des choses nouvelles. Moi, j'adore, c'est vraiment ce qui me motive un peu tous les jours dans ce travail. C'était vraiment spécial. Alors, la Falcon 9 a déjà été lancée des dizaines de fois, voire même une centaine, un peu plus, pour des satellites, donc ça marche très bien, c'est fiable, on a l'habitude. Le Crew Dragon, c'était la 3e mission, donc il y en a 3 décollages et il n'y a eu qu'un atterrissage pour l'instant, vu qu'on a 2 Crew Dragon à bord de la station, donc ça c'était vraiment quasiment entièrement nouveau. Au final, super confortable au décollage, aucun problème, plutôt spacieux,
C'est vraiment la voiture moderne avec les écrans plats tactiles. Ensuite, par contre, pour ce qui est du rangement, ça a été un peu compliqué de retrouver toutes ces affaires. On va progresser un petit peu là-dessus. Tout est un peu caché, intégré. C'est fait pour que ça soit joli, c'est vrai. C'est une volonté de SpaceX. Hein, ils ont ça en tête, mais de la manière qu'une voiture, c'est fait pour que ça soit joli et plaisant. Il n'y a pas de différence avec ça. Mais nous, on a plutôt l'habitude des choses qui sont moches et fonctionnelles dans le spatial. Du coup, il a fallu qu'on s'habitue un petit peu. Mais ça s'est très très bien passé et c'était vraiment 26 heures je crois qu'on a passé pour venir à la station qui était absolument confortable et qui sont passées comme si c'était 10 minutes. Maël Baudet pour Mon Quotidien. Vous allez réaliser un certain nombre d'expériences scientifiques à bord de l'ISS. Quelle est celle qui vous passionne le plus ? Alors c'est difficile de choisir parce qu'effectivement 232 expériences, donc il y en a des américaines, des russes, des japonaises. Moi j'en ai une qui m'intéresse vraiment beaucoup, enfin qui me fait un peu rêver. C'est une expérience du CNES, du CANMOS via l'ESA, avec des mini cerveaux. Alors ça c'est vraiment de la science-fiction qui seront à bord. On va étudier des cellules souches de cerveau humain sur leur comportement à bord. On s'est rendu compte qu'elles se comportent pas de la même manière. Les scientifiques apprennent énormément de choses sur les cellules souches, notamment de cerveau, en les observant à bord de la station spatiale. Ensuite, on renvoie les résultats dans les laboratoires. On imagine bien les applications que ça peut avoir pour les pathologies cérébrales ou pour plein de traitements médicaux. Donc ça, j'ai hâte de jouer un peu au savant fou avec mes mini-cerveaux à bord de la station spatiale. J'enverrai des photos. Mais il y en a plein qui sont intéressantes. On a aussi un blob qui est plutôt une expérience éducation du CNES, mais qui va être aussi fascinante parce qu'un blob, moi, ça me fait plutôt penser à un film d'horreur des années 90 ou 80, ça me rajeunit pas. Mais on va avoir cet organisme à bord de la station spatiale, donc on espère que tout va bien se passer, mais encore une fois, je vous tiendrai informé. Très rapidement, une toute dernière question. Bonjour Thomas, Guillaume Langin pour Ciel et Espace. Bravo pour cette arrivée réussie, on vous sent très heureux et ça fait plaisir à voir. Ma question est la suivante. À votre arrivée à bord de l'ISS en 2016, deux taïkonautes vous avez souhaité une bonne mission depuis leur laboratoire Tiangong. En juin prochain, un nouvel équipage de taïkonautes doit gagner la nouvelle station spatiale chinoise. Dans la tradition des vols habités, comme accomplissement pour l'humanité entière, est-ce qu'un échange entre ISS et la station chinoise est d'ores et déjà envisagé, ce qui vous permettra en plus de mettre en pratique votre mandarin ? Thomas, your microphone is switched off. Thomas, we do not copy your microphone. Please continue on Space to Ground 2. Question. En fait, on a panne de pile à bord de la station spatiale et de la caméra et du micro. Non, pas de question sur la coopération. On a débuté une coopération avec eux. Ça n'a pas mené à bout parce qu'il faut une volonté politique maintenant à haut niveau des deux côtés. Et on attend un petit peu un feu vert, mais nous on est prêts. On est prêts à débuter une coopération. Pour l'instant, nos amis chinois ne font pas partie du programme de la station spatiale. Mais à l'avenir, on sait que tout est possible. Pour les missions vers Mars, il faudra une volonté internationale. On aura besoin de tout le monde, je pense. On a des projets super intéressants en Inde, en Chine. On a évidemment la Russie, l'Europe, le Canada, le Japon et les États-Unis qui font partie du programme de la station spatiale. Demain, sans doute d'autres. Des volontés privées maintenant qui s'ajoutent à tout ça. Donc c'est très bien. Il faut mettre tout ça un peu en ordre. Il faut avoir un but commun. On l'a. C'est retourner vers la Lune comme étape pour aller vers Mars. Et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à travailler. Et puis on se donne rendez-vous dans quelques années. Merci beaucoup Thomas. On te souhaite une très bonne fin de matinée et à bientôt. Merci à tous. Merci d'avoir été à bord de la station spatiale. Et puis voilà, tout mon équipage se joint à moi pour vous souhaiter une bonne journée. Et un joyeux anniversaire à Victor qui se trouve ici. Station, this is Houston ACR. Thank you. That concludes the event.